Bonjour à toutes et à tous. Et entre marchés nerveux et tensions géopolitiques, l'actualité économique et politique impose un double regard. Du Groenland aux ruelles de Téhéran, des indicateurs américains aux fractures du Sud global, chaque mouvement de chiffres ou de diplomatie a des conséquences concrètes pour les investisseurs, mais aussi pour l'équilibre mondial. Dans ce contexte, décrypter les signaux vrais des illusions, distinguer la résilience réelle des artifices narratifs et anticiper l'impact des décisions politiques devient un exercice crucial, essentiel et de haute voltige. Voilà donc 5 actualités clés où économie et pouvoir s'entrechoquent. Donald Trump a remis le Groenland au centre de son agenda stratégique, affirmant que les États-Unis ont besoin de l'île et que le Danemark serait incapable d'en assurer la sécurité. Derrière la rhétorique sécuritaire se dessine une réalité plus prosaïque, celle d'une logique de puissance assumée, coûteuse et politiquement explosive, qui fragilise l'architecture occidentale plus qu'elle ne la renforce. Officiellement, l'argument est militaire, défense antimissile, contrôle de l'Arctique, rivalité avec la Chine et la Russie, mais dans les faits, le Groenland incarne un actif stratégique total, une position géographique clé, des ressources minières critiques, une projection de souveraineté dans un monde multipolaire. Trump parle sécurité mais raisonne en bilan, contrôle des flux des minerais et des routes futures, une vision transactionnelle de la géopolitique. Mais il y a un problème et le problème eh bien, c'est le coût et les effets collatéraux. Des experts américains estiment qu'une prise de contrôle pourrait dépasser, tenez-vous, 700 milliards de dollars, un prix colossal pour une économie américaine déjà lestée de déficit et de dette record. À cela s'ajoute un risque politique majeur, une fracture ouverte avec un allié de l'OTAN, le Danemark, et un signal déstabilisant pour l'Union européenne, contrainte de réaffirmer des principes qu'elle peine souvent à faire respecter. Les marchés, eux, de leur côté, restent pour le moment silencieux. Ils intègrent le discours trumpien comme un bruit stratégique, mais non comme un scénario central. Mais l'histoire récente montre que ces coups de pression peuvent devenir des faits accomplis avec des conséquences durables sur les chaînes de valeur, sur l'investissement et sur la stabilité géopolitique. En voulant sécuriser l'avenir américain, Trump prend le risque inverse, c'est-à-dire transformer l'OTAN en terrain de rapport de force interne et substituer à la coopération une logique d'annexion implicite. À long terme, le Groenland pourrait coûter bien plus cher que ce qu'il promet de rapporter. Donald Trump, toujours, affirme que les massacres de manifestants en Iran ont cessé et les marchés l'ont cru. Et comme souvent, ils ont réagi avant de vérifier. À peine le président américain évoquait-il des sources très importantes assurant l'arrêt des tueries et l'absence d'exécutions imminentes que le pétrole chutait de près de 3%, effaçant en quelques heures la prime de risque géopolitique accumulée depuis plusieurs jours. Sur le plan politique, la séquence est pourtant d'une extrême fragilité. Trump reconnaît lui-même qu'il faudra vérifier. Téhéran, de son côté, dément toute exécution programmée tout en maintenant une répression dont le bilan dépasse déjà les 2500 morts et 18 000 arrestations selon les ONG. Autrement dit, eh bien, le régime ne change pas de nature mais ajuste son tempo suffisant pour calmer Washington provisoirement. La réouverture de l'espace aérien iranien après 5 heures de fermeture a renforcé cette illusion d'apaisement. Elle a surtout envoyé un signal très clair au marché: pas d'escalade immédiate, pas de rupture d'approvisionnement, donc pas de stress durable. Le baril a obéi, l'or aussi, mais l'économie ne doit pas se tromper de lecture. La crise iranienne n'est pas réglée, elle est juste suspendue. Internet est coupé, les deepfakes prolifèrent, l'information fiable disparaît et les chancelleries occidentales évacuent leurs ressortissants. Dans ce brouillard, Trump joue la désescalade verbale, conscient qu'un conflit ouvert ferait exploser les prix de l'énergie et donc in fine, l'inflation américaine. À court terme, les marchés respirent. À moyen terme, le risque demeure intact. Un régime acculé, une rue réprimée et une stabilité achetée au prix du silence. Bref, une trêve narrative plus qu'un tournant historique. Aux États-Unis, les prix de gros ont surpris à la baisse en novembre, tandis que les consommateurs ont dopé les ventes au détail. À première vue, le scénario rassure, mais derrière ces chiffres flatteurs se dessine un risque majeur, celui d'un récit économique biaisé où la Fed et les marchés s'accrochent à l'illusion d'un soft landing malgré des pressions inflationnistes toujours bien présentes. L'indice des prix à la production, le fameux PPI, n'a progressé que de 0,2% en novembre contre 0,3% attendu par les économistes.
L'IPP de base, lui, hors alimentation et énergie, stagne même là où le consensus anticipait une croissance de plus 0,2%. Pourtant, sur un an, eh bien, notez-le, les PPI ont affiché une croissance de 3%, loin de la cible de 2% de la Réserve fédérale américaine. Et ce qui est plus préoccupant, eh bien, c'est que cet indice, dépouillé de ces vecteurs les plus sensibles à la variation, eh bien, grimpe à 3,5% en glissement annuel, un plus haut depuis mars 2025. L'énergie, en hausse de 4,6%, explique à elle seule près de 80% de l'augmentation des prix des biens. Autrement dit, la détente mensuelle masque une inflation structurelle persistante. Côté consommation, les ventes au détail confirment la résilience de l'économie américaine, plus 0,6% en novembre contre plus 0,4% attendu et plus 0,5% hors secteur automobile. Sur un an, elle progresse également de 3,3%, bien au-delà de l'inflation mesurée par le CPI, qui, je vous le rappelle, a été calculé à plus 2,7%. Concessionnaires, bricolage, stations-service, tous affichent des hausses supérieures à 1%. Et les ménages, eh bien, eux, continuent de dépenser, pourtant portés par un marché du travail solide et des taux réels positifs, mais au prix d'un endettement croissant. Ce découplage entre producteurs sous pression et consommateurs résilients permet pour le moment au marché de conjurer le spectre de la stagflation. Les réactions restent pour le moment sages, Treasury stable, futur en léger repli, aucun pivot de la Fed attendu à court terme. Pourtant, une inflation des PPI à 3% combinée à des ventes réelles supérieures à l'inflation ne dessine pas une victoire monétaire, mais une surchauffe contenue. Bref, le vrai biais consiste à lire ces chiffres comme un succès. Il révèle surtout un déséquilibre latent qui finira par contraindre la Fed. Bref, l'atterrissage en douceur n'est pas acquis. Pour le moment, il est juste narratif. Publié hier par le Forum économique mondial, le Global Risk Report de 2026 dresse le portrait d'un monde en tension où la confrontation géoéconomique, la désinformation et la polarisation sociétale dominent les inquiétudes des dirigeants. Derrière ce diagnostic d'un monde au bord du précipice se dessine pourtant un récit révélateur de nos biais collectifs, celui d'une économie mondiale perçue à travers le prisme des peurs occidentales et d'un débat public structuré par l'urgence plus que par la profondeur des enjeux. Le classement de la confrontation géoéconomique comme principal risque mondial traduit avant tout la crainte des économies avancées de perdre leur centralité, la montée en puissance de la Chine, l'affirmation de l'Inde ou bien encore la recomposition des alliances au sein du Sud global sont moins analysées comme des dynamiques de transformation que comme des menaces. Ce n'est pas tant le désordre du monde qui inquiète que l'érosion d'un modèle longtemps dominant. En relayant ce cadrage, les médias économiques contribuent à installer le récit d'un Occident assiégé au détriment d'analyses sur les nouvelles formes d'interdépendance et de coopération hors du périmètre du G7. Et dans le même temps, eh bien, les risques environnementaux, pourtant identifiés comme les plus destructeurs à long terme, reculent dans la hiérarchie des menaces perçues. Ce déclassement illustre un biais de court terme. L'attention se porte sur les crises visibles et immédiates, comme l'inflation ou bien encore les conflits, tandis que les déséquilibres systémiques sont relégués à l'arrière-plan. L'urgence devient une grille de lecture permanente tenant lieu de stratégie. L'essor de l'intelligence artificielle, désormais classée parmi les principaux risques à long terme, cristallise cette ambivalence. Entre fascination technologique et crainte sociale, le débat aussi sans parvenir à trancher entre promesses de productivité et perte de contrôle. Bref, en définitive, le Global Risk Report de 2026 agit moins comme une carte objective des dangers que comme un miroir de nos représentations. En hiérarchisant les peurs, il façonne le récit d'un monde fragmenté. Le véritable risque n'est peut-être pas la rivalité des puissances, mais notre difficulté collective à penser et à gouverner le long terme. Et alors que les marchés célèbrent la solidité apparente de la croissance mondiale, un constat plus sombre s'impose. La prospérité reste concentrée au nord, tandis que le sud s'enlise. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, publié cette semaine, un quart des pays en développement sont aujourd'hui plus pauvres qu'en 2019. En apparence, semble donc stable. L'institution prévoit une croissance mondiale de 2,7% en 2025, puis 2,6% en 2026, avec des performances jugées solides aux États-Unis, plus 2,2%, et dans la zone euro, plus 1,2%. Mais derrière ces chiffres rassurants se cache une fracture profonde, celle d'un monde
à deux vitesses, où la doctrine libérale promue par Washington montre désormais ses limites. Sur le terrain, l'Afrique subsaharienne apparaît comme la principale victime de ce déséquilibre structurel. Du Botswana à la Namibie, du Tchad au Mozambique, le PIB par habitant stagne, voire recule. Même l'Afrique du Sud et le Nigeria, malgré une reprise respective de 1,2 et 4,4%, n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant Covid. La Banque mondiale le reconnaît elle-même, un quart des pays à faible revenu n'ont pas compensé le choc pandémique. Conséquence, selon l'institution, d'erreurs politiques évitables. Pourtant, le remède proposé demeure fidèle à une orthodoxie intacte. Le chef économiste Indermit Gill recommande toujours la même ordonnance: austérité, libéralisation des échanges, rigueur budgétaire, investissement ciblé dans la technologie et l'éducation, autrement dit, des recettes standards que le FMI formait déjà il y a 30 ans. Or, ces politiques se heurtent à une réalité démographique implacable. 1,2 milliard de jeunes entreront sur le marché du travail d'ici 2030 sans perspective d'emploi décent. Loin d'atténuer les fractures, ces politiques risquent donc d'ancrer les inégalités. Et dans ce contexte, eh bien, la croissance des pays émergents, attendue à 4% en 2026, et celle de la Chine à 4,2%, reste inférieure aux ambitions d'avant-pandémie. L'empire du milieu demeure freiné par sa bulle immobilière et les tensions commerciales persistantes avec Washington, tandis que nombre d'économies du Sud ploient sous un poids de la tête devenu insoutenable. Dès lors, qualifier cette progression léthargique de résilience relève de l'illusion collective. Alors certes, la croissance mondiale se maintient, mais au prix d'un endettement record, sans création d'emplois durables ni baisse tangible de la pauvreté. Le dynamisme des années 1990 s'est effacé et le vernis libéral masque désormais une stagnation structurelle. En définitive, l'économie mondiale ne résiste pas, elle s'épuise, prisonnière d'un modèle de croissance qui ne répond plus aux défis de son temps. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et en Europe, ce matin, c'est le CPI, l'inflation en France, qui était scrutée de très près. Ce sont les mesures définitives. Et si l'on raisonne en données harmonisées, c'est-à-dire pour pouvoir les comparer aux autres pays européens, l'inflation française a pris 0,1% au mois de décembre. C'est exactement ce qu'avait modélisé le consensus des analystes. Nous sommes donc en données mensuel. Si on le raisonne en données annuelles, le CPI français non harmonisé a pris 0,8%. C'est conforme à ce qu'avait prévu la communauté des économistes. C'est un peu moins que ce qui avait été mesuré le mois précédent, puisque elle avait été calculée à plus 0,9%. Sinon, eh bien, côté Europe, on restera sur les PPI de la zone euro pour le mois de novembre. Et puis, last but not least, c'est le Philly Fed, c'est-à-dire l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie, qui sera à scruter de très près tout à l'heure à 14h30. Et puis, évidemment, le marché de l'emploi américain avec cette donnée hebdomadaire, les inscriptions au chômage lors de la semaine précédente. Regardez de très près, puisque ça y est, on commence évidemment à se douter que la croissance américaine, eh bien, est peut-être en train de très clairement ralentir, même si les dernières données du T3 qui ont été calculées de façon définitive laissent supposer que la croissance américaine pourrait continuer de prendre de l'épaisseur. Côté microéconomie, on sera attentif aujourd'hui à la publication de TSMC, de Morgan Stanley, de Goldman Sachs, de BlackRock, évidemment, les financières américaines toujours dans l'œil des investisseurs. Et sinon, en France, eh bien, nous regarderons avec attention la publication d'ADP. Voilà pour les catalyseurs aujourd'hui. Évidemment, le Forex, c'est à regarder de très près. On se posera la question tout à l'heure avec Alexandre Baradez, dans quelle mesure le dollar face à un panier de devises ou tout simplement face à l'euro est de nature toujours à rejouer son rôle de valeur refuge. Il nous expliquera quel est son point de vue, évidemment. On essaiera de comprendre ce qu'est la dédollarisation, si c'est plus une réalité qu'une idée pour le moment. Bref, tout ça est à suivre tout à l'heure avec Alexandre. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur les principales places financières mondiales lors de la séance d'hier. Et en Europe, les marchés ont tenté de sauver les apparences, mais la séance a surtout confirmé un climat de fatigue boursière. Derrière des indices globalement stables, la dynamique
est restée défensive, portée par la santé et les services aux collectivités, les utilities pour les plus proligues, pendant que Wall Street décrochait, notamment plombé par les banques pourtant bénéficiaires. On reviendra sur les publications des banques aux États-Unis, puisque la communauté financière a jugé ces résultats intéressants, mais pas suffisants. Bref, à Paris, dans ce contexte, le CAC 40 a reculé de 0,19% après avoir flirté avec un nouveau record en séance. C'est un petit peu le scénario qu'avait projeté Antoine Quesada lors de son analyse de vendredi dernier. Bref, un résumé parfait de l'état d'esprit actuel sur les marchés financiers, des sommets techniques, mais une conviction en berne. Et je suis sûr que ce sera le discours d'Éric Seban dans un instant. À Londres, le FTSE a quand même, lui, tiré son épingle du jeu, plus 0,46%, dopé par les valeurs liées aux matières premières, tandis que Francfort a reculé de 0,42%, entraîné par le repli de la tech dans le sillage des valeurs américaines. Aux États-Unis, Wall Street a terminé la séance dans le rouge, confirmant un changement de pied progressif des investisseurs, cette fameuse rotation sectorielle. Le Nasdaq, fortement exposé aux valeurs tech, a accusé le coup le plus sévère, tandis que les banques ont prolongé leur repli malgré la publication de résultats trimestriels globalement solides. Et derrière ces chiffres, le message est clair, le marché ne veut plus payer cher des bonnes nouvelles jugées déjà intégrées. Dans ce contexte, le Dow Jones a lui quand même limité la casse, moins 0,09% hier, mais le S&P 500 lui a reculé de façon plus franche puisqu'il a abandonné 0,53%. Quant au Nasdaq, il a lui perdu 1%, pénalisé par une rotation sectorielle de plus en plus visible. Les investisseurs délaissent la croissance et les valeurs chèrement valorisées au profit de secteurs perçus comme plus résilients. Enfin, les cours du pétrole ont atteint hier un plus haut de 3 mois, dopé par la montée des tensions autour de l'Iran. On le verra aujourd'hui. C'est un commentaire qui date d'hier, puisque ce matin, après la compréhension par les opérateurs que Donald Trump, pour l'instant, n'engagera pas les forces américaines sur le territoire iranien, les cours se replient. En tout cas, hier, les tensions autour de l'Iran étaient exacerbées. L'évacuation partielle, d'ailleurs, notez-le, du personnel américain au Qatar a ravivé les craintes d'une tension, d'une action militaire contre Téhéran. C'était toujours le cas, c'était un breaking news hier. Bref, le risque, même théorique, d'un blocage du détroit d'Ormuz ou d'un durcissement des sanctions a suffi à tendre les prix hier. Le pétrole achète l'instabilité, mais pas la pénurie. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord dans ce contexte pour livraison mars a donc gagné hier 1,6% à 66,52 $. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison février, il a lui gagné 1,42% à 62,02 $ l'unité. Et comme je vous le disais ce matin, les cours du pétrole font le chemin inverse puisque ils perdent. Et c'est une vraie dégringolade, moins 2,96% pour le Brent à 64,57 $, moins 2,85% pour le WTI à 60,25 $. Voilà, on commentera tout ça avec Alexandre dans un instant, mais avant, place au chronodax d'Éric Seban qui, dans un instant, nous expliquera dans quelle mesure il peut être intéressant de placer un petit peu des futurs allemands dans son portefeuille.